Face au monde machine, une série de podcasts présentés par Floraison avec les animaux politiques de Pièces et Main d'œuvre. Bonjour et bienvenue sur Floraison. Vous écoutez Société industrielle, Société de contraintes. C'est le 10e épisode de la série Face au monde machine, un entretien technocritique au long cours avec les Grenoblois de Pièces et Main d'œuvre. Si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, c'est le moment de le faire. On vous conseille de commencer par le premier pour une meilleure compréhension globale. On en est à la moitié de la série à peu près. La semaine dernière, nous avons parlé des machines au Moyen-Âge. Et on continue aujourd'hui avec les différentes théories qui précèdent et qui accompagnent la révolution industrielle, qui annoncent l'avènement des hommes-machines dans un monde machine, des idéologies précurseuses de la cybernétique. Allez, bonne écoute. Le XVIIe siècle, c'est le moment où on tire des leçons philosophiques de tout ça. Alors là, je vais juste citer quelques noms parce que ça m'évitera de bluffer. Il y a d'abord les Bacon, les deux Britanniques, les deux Bacon. Il y a Roger Bacon, qui est le père de l'expérimentation. Ça, c'est important, c'est-à-dire que le savoir n'est plus transmis uniquement des anciens, il est déduit de l'expérimentation. Il faut faire des expériences et puis on voit ce que ça donne. Et Francis Bacon, qui au-delà, Francis Bacon qui sera ministre, qui sera plein de choses, enfin bon, et à qui on doit de fortes maximes. L'une ultra célèbre, c'est savoir, c'est pouvoir. Bon, alors là, après tout ce que je vous ai dit, je ne vais pas développer. Et surtout, on ne commande à la nature qu'en lui obéissant. C'est-à-dire que tu ne peux, tu ne peux faire travailler la nature, tu ne peux la servir qu'en obéissant à la nature elle-même, à ses propriétés. Tu ne peux pas violer la nature. Tu ne peux pas lui faire faire ce qu'elle ne veut pas faire. La loi de la gravité, c'est la loi de la gravité, point. Donc, tu dois obéir à la loi de la gravité et éventuellement, grâce à la loi de la gravité, tu vas inventer les systèmes de poids et de contrepoids, tu vas inventer la chute d'eau artificielle, bon, tout ça. Mais et à ce moment-là, tu pourras commander à la nature. Mais pour lui commander, il aura fallu d'abord lui obéir. Et ça trouve un écho dans un petit article de Engels de 1874, publié dans un almanach italien, Almanacco Repubblicano, qui s'appelle « De l'autorité », où il traite de l'autorité. Et où il explique, vraiment, il y a de l'abus, les socialistes et les anarchistes abusent du mot d'autorité. Il suffit qu'on leur dise que quelque chose est d'autorité pour qu'ils protestent. Cette mode anti-autoritaire va trop loin et tout et tout. Et donc, lui, ce qui n'est pas très surprenant de la part d'un socialiste scientifique, plaide pour l'autorité. En disant d'abord, est-ce que ces messieurs ont déjà vu une révolution ? Il n'y a rien de plus autoritaire qu'une révolution. Et c'est quand même l'acte par lequel un groupe d'hommes armés en chasse un autre, et ainsi de suite. Et il dit, est-ce qu'ils sont déjà rentrés dans une usine ? Non, s'ils étaient rentrés dans une usine, ils verraient bien que les choses devaient être faites dans un certain ordre. Et dans le train, c'est pareil. Quand tu es dans le train, les passagers ne veulent pas prendre la place du chauffeur de locomotive ou du type qui met de... Pas plus que toi, il ne te viendrait à l'esprit de prendre la place du pilote de l'avion dans lequel tu voyages. Et donc, en écho à Francis Bacon, il déclare
Si par la science et son génie inventif, l'homme s'est soumis les forces de la nature, celle-ci se venge de lui en le soumettant, puisqu'il use des forces de la nature, à un véritable despotisme indépendant de toute organisation sociale. C'est-à-dire, quelle que soit l'organisation sociale, que tu sois sous le socialisme, que tu sois sous le communisme, que tu sois sous la royauté, sous la République, sous quoi que ce soit, de toute façon, tu es soumis, si tu uses des forces de la nature, au despotisme des forces de la nature, puisque tu les utilises. Tu les utilises dans la fabrique, dans la manufacture, dans l'usine, dans les transports, dans les communications, et ainsi de suite. Si tu veux, ça, nous, c'est très important parce que ça revient à dire que la contrainte, la société de contrainte, est intrinsèque au machinisme et à la société industrielle. La société industrielle est une société de contrainte. Et qui ne se libère pas de la nature. Et qui ne se libère pas de la nature. Et qui reconnaît implicitement l'existence de la nature, soit dit au passage, et de forces extérieures. Après Roger Bacon, Francis Bacon, Descartes, qui dans ses principes de philosophie, écrits en latin, Principia Philosophiae, etc., explique tout ce qui est artificiel est avec cela naturel. Alors à première vue, ça paraît énigmatique. Ça veut simplement dire que tout ce qui est fabriqué, cette table par exemple, le micro dans lequel je parle, la bouteille là, est fabriqué avec de la matière. Et cette matière, elle est naturelle. Donc c'est les mêmes molécules, c'est les mêmes atomes qu'on retrouve dans la nature à l'état brut et dans la nature artificialisée. Donc, dès le principe, il y a une hybridité, il y a une hybridité des machines. Les machines ne sont jamais complètement artificielles. Mais ça lui permet de dénoncer la réciproque, en expliquant qu'il n'y a pas d'organisme naturel qui ne soit en quelque sorte machinique. C'est-à-dire que l'organisme est en fait une organisation. Les organes sont en quelque sorte des outils. Et tu n'as pas de mal à faire le parallèle entre les poumons qui sont des soufflets, les veines qui sont des tuyaux, les membranes, les différentes membranes et celles que tu utilises dans l'industrie, etc., etc. Et donc, Descartes, puis son successeur, enfin son disciple Mersenne, émettent la théorie des animaux-machines. Et non, il ne crie pas, il n'aboie pas, il ne souffre pas. Et comment le pourrait-il? C'est une machine. Simplement, il grince comme une machine quand elle fait du bruit et qu'elle grince et qu'elle manque d'huile. Alors, localement, on a un héritier de cette conception, c'est Vaucanson. Vaucanson, c'est un Grenoblois c'est un ingénieur. Pardon. Hein. C'est un ingénieur de l'Ancien Régime qui invente des mécaniques à tisser. Avant Jacquard, avant toutes les... Il invente des mécaniques à tisser et des machines à tisser. Il essaie d'aller voir des entrepreneurs pour placer ces machines ou l'aider à en faire. Il se met d'accord avec des seigneurs, avec le roi, enfin bon. Et il essaie d'imposer ça à Lyon
qui est depuis plusieurs siècles déjà la capitale du tissage en France, des machines à tisser et de la soierie. Et donc, en essayant d'installer ces machines de force, il modifie évidemment les habitudes de travail des canuts. Il les installe dans une contrainte insupportable. En plus, il y a des questions de privilèges, de revenus, je veux dire. Et il déclenche la plus grande grève de l'Ancien Régime en France. Une grève qui tourne à l'émeute. Hein. Les ouvriers, les patrons cessent le travail. Ils cherchent Vaucanson dans toute la ville pour lui faire la peau. C'est l'émeute. On est obligé de faire donner les troupes royales pour calmer tout ça. Lui, on l'exfiltre. Fin de l'expérience industrielle. Tu vois ? Et démonstration, une fois de plus, du caractère obscurantiste et réactionnaire de la masse, qui ne veut pas du progrès mécanique. On a fait un truc là-dessus. On a une brochure en ligne et une pièce détachée sur Vaucanson et la postérité de Vaucanson, quoi. Où tout cela est expliqué. Et oui, c'est intéressant parce que le même Vaucanson, après ses déboires lyonnais, grenoblo-lyonnais, il faut quand même qu'il continue à gagner sa vie. Et donc, il commence à créer des automates qui montrent dans les foires et dans les cours, etc., pour gagner de l'argent, quoi. C'est une attraction foraine. Donc, il invente le joueur de flûte, le canard qui fait caca, et à qui on donne à manger, le joueur d'échecs, et ainsi de suite. Et donc, une préfiguration du robot Android. Hein. Et à la fin de sa vie, il essaie même de faire un homme vivant, en utilisant le raisonnement de Descartes, en inversant le raisonnement de Descartes. C'est-à-dire en faisant effectivement des veines en caoutchouc, etc. Tu vois, avec l'idée de reconstituer l'anatomie d'un homme, puisque c'est une machine. Bon. Et il n'a pas les matériaux ni les techniques de l'époque. Hein. Mais c'est plus compliqué que ça. Mais bon. Et là, il y a un philosophe des Lumières qui théorise tout ça. C'est Lamétrie, qui en 1748 écrit un livre qui s'appelle L'Homme-Machine. Bon. Donc l'homme-machine, la nature machine, on passe de l'homme-machine, la nature-machine, le vivant-machine. En fait, tout est machine. Hein, c'est une question de regard finalement. Mais si tout est machine, tout est susceptible d'être démonté. Enfin, aujourd'hui, on dirait déconstruit. Bon, si c'est une machine, tout est susceptible d'être démonté, remonté, amélioré. Tu peux améliorer une machine. Donc là, tu ouvres la porte à cette amélioration de la machine humaine, qu'on appellera plus tard l'eugénisme. Hein ? Là, on est à l'époque de la révolution industrielle. Il y a eu des débats pour essayer de la périodiser. Alors Marx dit la révolution industrielle commence avec la machine-outil en 1735. C'est-à-dire avant, il y a déjà des outils, il y a déjà des machines, il y a déjà des énergies artificielles, mais l'invention de la machine-outil qui réunit plusieurs outils dans la même machine, alors ça, pour Marx, c'est vraiment une percée et l'annonce d'une ère nouvelle, industrielle. Bon, en général, la date retenue, c'est environ 1750, pour des raisons qui m'échappent. Et comment ? La machine à vapeur. La machine à vapeur, Watt, enfin bon. Mais en fait, non, maintenant, le plus souvent, on retient la date de 1784. C'est depuis les travaux du GIEC, depuis les chimistes, la Stormer, Crutzen, tous ces gens-là. Parce que pour eux, c'est les débuts de la révolution thermo-industrielle.
Hein. Donc effectivement, le moment de la vapeur est... Le terme même de révolution industrielle est sujet à débat. On ne sait pas très bien qui a dit ça. Donc, qui a parlé de révolution industrielle. Moi, suivant certaines sources, dont Musso en particulier, ce serait Chaptal, qui lui-même est un industriel. Lycée Chaptal, il a un lycée maintenant à Paris. Chaptal, qui est à la fois un ministre de Napoléon Ier, en charge de l'innovation et comment faire pour industrialiser la France au maximum face à l'Angleterre, qui est lui-même industriel, je sais, dans la chimie, et qui fait partie de sociétés savantes, et qui aurait inventé ce terme. D'autres disent que c'est Adolphe Blanqui, le frère de Auguste, qui plus tard aurait trouvé le terme. C'est intéressant, mais c'est pas très intéressant. C'est juste pour dire que it's a meeting of great spirits. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu vois bien comment, entre, mettons, 1789 et 1821, ou 1784 et 1821, donc 1784, début de l'ère thermo-industrielle, 1821, mort de Napoléon Ier, mettons à peu près, la société a basculé. Or, de quoi on a parlé durant ces 30 années? On a parlé de la Révolution française, toute l'Europe a parlé de la Révolution française, on a parlé des guerres de la Révolution, on a parlé de la fin de l'Ancien Régime, partout dans toute l'Europe, partout les armées françaises ont exporté la République et l'Empire, on a parlé des guerres de l'Empire, de Napoléon Ier, cette espèce de météore. Bon. Donc si tu lis Le Monde à l'époque, ou si tu lis ce qui est Le Monde à l'époque, on a parlé de politique, de guerre, d'événements, de personnages grandioses, c'est l'époque de Beethoven. On n'a pas parlé de la révolution industrielle. Or, nous savons maintenant que l'événement important, c'était la révolution industrielle. Et que tout le reste, c'était ce qui paraissait sur la scène du monde, mais ces apparences dissimulaient l'essentiel. La révolution politique, qui liquidait l'Ancien Régime, voilait en quelque sorte aux yeux des contemporains la révolution essentielle qui était la révolution industrielle. L'un des premiers à en prendre conscience, c'est Saint-Simon, qui est un lointain descendant du comte de Saint-Simon, le mémorialiste de l'époque de Louis XIV. Et Saint-Simon, qui est en fait le prophète de l'industrie, de la révolution industrielle. Saint-Simon, né en 1760, mort en 1825, ingénieur militaire. Il a commencé par faire l'équivalent de ce qui est Polytechnique aujourd'hui. Il a fait la guerre aux États-Unis, en fait la guerre d'indépendance des États-Unis contre les Anglais. Au passage, il a vu ce qui se faisait aux États-Unis, c'est-à-dire comment les Hollandais déjà avaient creusé des canaux, mis en place des usines et ainsi de suite. Il ramène ça en France, il ramène cette idée. Lui-même, c'est le genre de génie universel qui étudie l'anatomie, le génie civil et militaire, et ainsi de suite. Il fait des dissections avec Claude Bernard, il va proposer ses services au roi d'Espagne pour creuser des canaux, il va aux Pays-Bas pour voir comment fonctionnent les canaux, et il finit par proposer une théorie d'ensemble, il appelle ça le catéchisme industriel, qui est tous les inutiles, tous les improductifs, les guerriers, les prêtres, les grands seigneurs, les hauts magistrats, finalement leur temps est fini. Tout ça s'est passé avec l'Ancien Régime, ils font partie de l'Ancien Régime. Et maintenant, ce qui compte, c'est les industriels. Et dans ce qu'il appelle les industriels, il veut dire non seulement les patrons d'usine, mais les ingénieurs, mais les scientifiques, mais les ouvriers, mais les financiers. Et il bâtit une religion industrielle de la production, en imaginant une société industrielle sur le modèle du corps humain, entièrement innervé de canaux et de moyens de communication. Tu vois, les canaux, le télégraphe, l'électricité, les réseaux en fait. Bon. Et il fait un malheur à Polytechnique. La génération suivante des polytechniciens
les 2 tiers sont saint-simoniens. Lui-même laisse toutes sortes de disciples. Enfin, ses disciples, il faut quand même savoir, c'est Augustin Thierry, l'historien Augustin Thierry, Auguste Comte, le père de la sociologie, Ordre et Progrès. Et tous ces gens-là se dépensent, militent, font des journaux, écrivent des bouquins, fondent des communautés, fournissent aux polytechniciens la religion dont ils avaient besoin. Alors Engels s'attribue à Saint-Simon comme idée centrale de remplacer le gouvernement des hommes par l'administration des choses. Mais remplacer le premier par le second, ça revient en fait à chosifier les hommes, enfin à les machiner. Sinon, je ne vois pas comment c'est possible. Et évidemment, Engels trouve que ce projet est admirable. Et donc, les Saint-Simoniens vont essaimer partout dans le monde, mais en France en particulier sous le Second Empire. Alors là, c'est extraordinaire. Napoléon III est un empereur saint-simonien. Et c'est le moment où les Saint-Simoniens sont aux commandes de tout. Des banques, des administrations, des bâtiments. Enfin, la France de Napoléon III est une France saint-simonienne. Et c'est en fait le vrai moment de la révolution industrielle en France. Le moment où Napoléon III, d'ailleurs, étant un empereur socialiste, il a soutenu les ouvriers, il a permis les syndicats. Enfin, bon, il a soutenu non pas les syndicats, mais enfin, c'est un empereur social. Bon. Donc, on arrive à cette pensée de la circulation par les réseaux et de l'organisation générale de la société, sur le modèle de l'organisme. Et là, tu as une scission parmi les Saint-Simoniens. Tu vas avoir d'un côté ceux qui vont se mettre du côté de Napoléon III et du capital, en fait les libéraux, c'est la branche de la communication. Les banques, le canal de Suez, les chemins de fer, très importants sous le Second Empire, l'électricité, le télégraphe. Et tu vas avoir une branche communiste. Immédiatement, tu as une scission entre le père Enfantin et le père Bazard. Enfin, c'est les deux pères de l'église saint-simonienne, mais il y a schisme. Et Bazard est plutôt communiste, et c'est plutôt des gens du côté des canuts lyonnais, des soulèvements, de l'insurrection. Et du côté des communistes, ça va donc donner comme postérité Marx et Engels, Lénine, et puis tous les autres. Bon, pour te donner une seule citation, en 1853, Marx explique « La vapeur et l'électricité conspirent contre l'ordre établi ». C'est-à-dire que dans la pensée de Marx, le progrès techno-industriel est la locomotive du progrès social et humain, qui doit conduire à la révolution communiste et à la prise de pouvoir de la classe prolétarienne et à son appropriation des moyens de production et d'échange. Ça, c'est le mantra communiste et ça l'est toujours. D'où ça l'est toujours chez Tony Negri, chez les accélérationnistes, chez les gens de la revue Multitude. D'où les coups de griffe qu'on leur a donnés. Et puis, côté libéral, ça donne la communication. Les libéraux sont dans la communication. Et donc là, on a une autre postérité. Norbert Wiener. C'est quoi que tu appelles la communication ? Les réseaux. C'est-à-dire, on a d'un côté donc d'un côté, l'électricité, la vapeur, et oui, l'autre... mais d'un côté, propriété publique des moyens de production et d'échange, c'est-à-dire que la classe ouvrière, la classe prolétarienne, Marx parle des prolétaires, même quand il parle des ingénieurs, c'est des prolétaires, qui s'emparent des moyens de production et d'échange et qui les exploitent collectivement pour le bien de tous, de chacun selon son travail et chacun selon ses besoins, et ainsi de suite. Il est pour le public, pour l'appropriation collective des moyens de production et d'échange, des machines. Oui, et de l'autre côté, tu as les libéraux qui, eux, sont pour le privé.
et qui ne sont pas pour le communisme, mais qui sont quand même pour la communication, via les réseaux. Hein? Les réseaux permettant de mettre en communication tous les points du globe et tous les hommes avec tous les hommes, et d'échanger quoi? Des idées, des capitaux, des matières premières, des objets fabriqués, et ainsi de suite. Donc tout cela, ils descendent de Saint-Simon. Tout ça, c'est Saint-Simon. Saint-Simon est le point le plus haut où tu puisses remonter d'où ils sont issus, d'où ils y soient. Bon. Et donc là, cette postérité, ça nous amène à la cybernétique, un mot inventé par Ampère, qui est la science du gouvernement. Pour Ampère, c'est la science du gouvernement. Pour Norbert Wiener, qui reprend le mot, c'est un petit peu différent. Enfin, c'est pas que ça. C'est la science du pilotage. Kuber, c'est le pilote. Hein. Cybernétique, c'est la science du pilotage. Peut-être juste pour qu'on se fasse un peu à l'idée des bouleversements qu'il y a eu à cette époque-là, sous Napoléon. Est-ce que tu peux citer des institutions qui font toujours norme dans un pays soi-disant démocratique ou les républiques, des institutions qui sont toujours en place aujourd'hui et qui ont été montées à cette époque-là avec cet esprit techniciste? Je ne sais pas de quand date la Caisse des dépôts et consignations, mais je ne serais pas étonné que ce soit le cas. Les écoles polytechniques, ça date de la Révolution, mais c'était déjà dans cet esprit. Là, pour le coup, tu as affaire à des continuités. Hein. Enfin, je veux dire, mais Saint-Simon est passé par Polytechnique, qui ne s'appelait pas encore Polytechnique d'ailleurs, qui était à Mézières. Mais sinon, il y a tout ce que tu vois dans le paysage. Les Saint-Simoniens se connaissent à leurs œuvres, aux traces qu'ils ont laissées dans le paysage. Quand tu vois des chemins de fer, quand tu vois des lignes haute tension, quand tu vois il n'y a plus de lignes de télégraphe. Mais ça, c'est les Saint-Simoniens. Quand tu vois des canaux, le canal de Suez, le canal de Panama, tout ça, c'est les Saint-Simoniens. La Banque de France. La Banque de France, c'est Napoléon Ier qui l'a créée. D'accord. Et il y met toute sa famille. Il met toute sa famille au conseil d'administration, comme ça, il touche des jetons de présence. Mais la création de la Banque de France, oui, c'est un de ces éléments qui convergent vers la société industrielle telle qu'elle s'est développée au XIXe siècle. Les Saint-Simon et les Saint-Simoniens, ce sont des militants. Quoi qu'ils soient par ailleurs, qu'ils soient banquiers, financiers, ingénieurs, capitalistes, tout ce que tu veux, ce sont des militants. Ils ont commencé comme des militants. Ils ont fait une communauté à Ménilmontant. Ils ont vécu en communauté pendant quelques mois. Ils ont fait du prosélytisme. Ils ont envoyé des missionnaires. Ils ont envoyé des missionnaires en Belgique, lors de la Révolution belge. Ils ont envoyé des missionnaires en Égypte. C'est vraiment des militants du progrès industriel, avec des connotations religieuses. À un moment donné, il y a une religion du saint-simonisme. Bon, plus tard, Auguste Comte fera aussi sa religion. Mais Auguste Comte, il a commencé comme étant le secrétaire de Saint-Simon. Hein? Il y a une notion religieuse, ce qui d'ailleurs facilite les convergences avec le catholicisme et le protestantisme, mais avec le catholicisme, qui veut quand même dire universel, catholicos. C'est l'idée que toute l'humanité est en marche vers une grande convergence, une grande fusion de tous les esprits, une fusion complexification. Ça, c'est Teilhard de Chardin. L'idée que tout converge vers une grande unification qui est en même temps une grande complexification qui permettra à
à cet esprit universel d'accéder à des dimensions supérieures, à d'autres dimensions. Enfin, bon, en fait, moi, je le lis, pour autant que je puisse faire sens de Tusfatra, moi, je le lis comme la prophétie d'une auto-divinisation. C'est-à-dire Dieu est en construction. C'est d'ailleurs ce que diront les Russes. Il y a toute une branche russe dont on n'a pas parlé du tout aujourd'hui, et puis et qui existera même autour de Lénine, parmi les bolcheviks, la construction un courant qui s'appelle les constructeurs de Dieu, qui est un courant extrêmement bizarre de rationalistes mystiques. Tu vois, mais des gens comme Lunacharsky, comme Bogdanov, enfin, tous ces gens-là ont vraiment cru que l'homme nouveau, ils ont de l'homme nouveau, l'homme nouveau bolchevique, ils en ont une vision quasiment paulinienne. Tu vois, on rejette le vieil homme, la dépouille, et on est born again, c'est le nouvel homme, tu vois, avec des pouvoirs supérieurs et la grande fraternité universelle. Et bon. Un autre point, tu as parlé des humains, des animaux comme automates, avec Descartes. Tu as parlé d'organisation sociale comme un organisme. Oui. Peut-être c'est évident pour toi, pour vous. Pourquoi les êtres vivants ne sont pas des machines? C'est quoi la différence entre un être vivant et une machine? Alors, la différence, elle a été énoncée par Aristote, je ne sais pas où, mais je sais que c'est lui. C'est que les êtres vivants ont en eux-mêmes le principe de leur croissance. Donc la vie est autonome. La vie est un processus autonome. Autonomos, ça veut dire qu'elle ne reçoit ses lois que d'elle-même. Et donc, elle n'est pas fabriquée, elle pousse, elle émerge. Elle n'est pas fabriquée de l'extérieur, elle pousse de l'intérieur, suivant ses nécessités propres et ses impulsions propres. Donc, le vivant vit, l'artifice, la machine fonctionne. Les êtres vivants ne fonctionnent pas, ils vivent. Les machines ne vivent pas, elles fonctionnent. Si tu n'as pas ça présent à la tête, si ce n'est pas net dans ton esprit, toutes les confusions sont possibles. Et d'ailleurs, toutes les confusions sont recherchées. Et donc, c'est pour ça que tu as toutes ces métaphores idiotes sur « il faut que je change de logiciel je bug, etc. Toi, tu bugs si tu veux, moi, je suis juste fatigué. » Voilà. Mais c'est important. La distinction entre le vivant et l'artificiel, c'est que le vivant naît, se développe et meurt. Mais la mort, fait partie du cycle de la vie. Le contraire de la vie, ce n'est pas la mort, c'est le néant. Le contraire de la mort, ce n'est pas la vie, c'est la naissance. Les êtres vivants ne sont pas des machines, et c'est d'ailleurs le titre d'un livre de Bertrand Louard, publié en 2018 à La Lenteur, dont on a déjà parlé sur Floraison, et qui est très intéressant si vous désirez approfondir le sujet. En tous les cas, c'est la fin de ce 10e épisode de notre feuilleton Face au monde machine. On a vu les différents idéologues précurseurs de la cybernétique, et la semaine prochaine, nous examinerons plus en détail ce qu'est justement la cybernétique, la machine à gouverner, dans un épisode intitulé « L'humain, c'est l'erreur ». Partagez ce podcast autour de vous, et à vendredi prochain sur Floraison. Si l'on veut vraiment combattre toutes les dominations, hiérarchies, inégalités, discriminations, exclusions, il faudrait au premier chef se dresser contre la plus puissante, la plus menaçante et la moins réversible des dominations,
le techno-totalitarisme. Ni techno-dieu, ni technomètre, vive la liberté et vive l'anarchie.